Houston, Tranquility Base. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire aujourd'hui consacré à l'intelligence artificielle. J'ai le grand plaisir d'accueillir Eric Le Canellec pour évoquer avec nous donc cette feuille de route qui a été déployée, qui a été mise en place par le club DPO. Alors, il va avoir l'occasion de nous en dire plus et de présenter ce que c'est que le club DPO. Chez Dastra, nous sommes eh bien, évidemment toujours très heureux de pouvoir mettre en avant des démarches qui aident à la conformité, qui aident à prendre le sujet de l'IA, de la réglementation sur l'IA, des différentes solutions qu'on peut apporter et puis qui se traduisent évidemment par toujours de l'opérationnel, de l'outillage. Donc, c'est très important. Et cette feuille de route, c'est quelque chose qui peut aider à démarrer. Voilà. Alors, Eric, je te laisse te présenter peut-être dans un premier temps, et puis voilà. Et puis alors peut-être je l'ai pas fait non plus, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Jérôme de Mercey, je suis un des fondateurs de Dastra, bien évidemment, et Dastra pour ceux qui ne connaissent pas non plus. Dastra, nous sommes une plateforme, un éditeur de logiciels avec une plateforme éponyme qui, bien évidemment, aide à outiller la conformité au RGPD, mais également aux réglementations sur l'IA et aux autres réglementations qui peuvent s'appliquer sur les données. Voilà, et merci Eric je te laisse la parole. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et tous. Merci de l'invitation, ravi d'être parmi vous. Alors rapidement, moi ça fait plus de 20 ans que je suis avocat en droit des nouvelles techno et effectivement j'ai eu la chance de rejoindre dès sa création il y a plus de 3 ans maintenant le club DPO. Le club DPO, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça réunit des professionnels de la protection des données personnelles, donc désignés délégués à la protection des données auprès de la CNIL. Ça fait partie des prérequis pour pouvoir nous rejoindre. Et voilà, on est très actifs, en relation étroite avec la CNIL, mais pas que, puisque dans notre ADN, on a l'idée de créer des passerelles, de s'ouvrir, et on n'est pas peu fiers voilà, d'avoir engagé une discussion entre l'ANSSI et la CNIL sur des sujets de cybersécurité et de checklist commune, comme on vient de le faire à la matinée des DPO, en invitant aussi la DGE, mais aussi la DGCCRF sur la protection finalement de l'IA et sa conformité. Donc on voit qu'on a cette dimension un petit peu à la fois j'ai envie de dire, think tank et prospective et inter-institutionnelle, autant qu'on puisse aussi aider ces institutions dans leur réflexion. Et j'ajoute qu'on a également une partie lobbying. Alors, je ne résiste pas à vous présenter notre nouvelle casquette logotée, puisqu'on défend le DPO et tout particulièrement dans sa mission de mise en conformité de l'IA, sachant que la feuille de route dont on va parler, c'est aussi l'idée de promouvoir le rôle du DPO dans cette mission de conformité à l'IA. Merci Eric. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous en dire un peu plus juste sur la genèse de cette feuille de route au sein du club DPO? Qu'est-ce qui vous a amené voilà, à prendre ce sujet sur ce format-là et comment ça s'est passé un peu concrètement? Justement, il y a le concours de la CNIL, c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que vous en avez, comment vous êtes arrivé à ce résultat. Alors, déjà, c'est parti d'un constat de nos membres, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans leurs organisations respectives, et nous, ce qui est intéressant de préciser, c'est qu'on a aussi bien des DPO internes, mais comme moi, des DPO externalisés. Et on voit bien que par rapport à ce sujet de l'IA, dans certaines organisations, il ne faut pas se le cacher. Il y a une petite lutte politique parce que l'IA reste un sujet un peu sexy et donc parfois, certains souhaitent récupérer le sujet. Outre que nous avons vu émerger des nouveaux responsables
de l'IA, voilà, qui sont justement sur un profil plutôt technique, mais aussi éthique, hein, les Digital Ethics Officer, DEO, qui, aux côtés d'ailleurs des responsables IT, voire des responsables cybersécurité, ou encore du responsable compliance et conformité, bah voilà, chacun tirerait un petit peu la couverture à soi-même, avec l'idée que bah, si on y va en ordre dispersé, sans chef de file clair, nous, on a fait aussi le constat que du coup, la conformité au RGPD pour commencer et ensuite au règlement sur l'IA risquait d'être compliquée. Autre constat, c'est le troisième. On a évidemment lu le règlement sur l'IA et contrairement au RGPD, on s'est rendu compte que s'il y a des obligations, j'ai envie de dire, très bien identifiées entre déployeurs, fournisseurs d'IA bien sûr, mais encore distributeurs, pour autant, par rapport à ces obligations ponctuelles, on n'a pas vu et on n'a pas trouvé d'article venant instituer comme le RGPD un monsieur, madame, voilà, IA ou conformité de l'IA. Donc, pas de non plus relation claire dans ce texte avec le délégué à la protection des données personnelles, même si le règlement sur l'IA dit bien entendu qu'il est à s'articuler en toute cohérence avec le RGPD. Mais finalement, c'est le sujet de la gouvernance qui nous a interpellés, puisque, il faut le prendre comme une opportunité, on a une page blanche finalement. Et par rapport à, on l'a dit, notre objet statutaire, on s'est rendu compte que finalement, peut-être que le mieux placé au travers de tous les différents acteurs que j'ai évoqués, ça restait quand même le délégué à la protection des données. Pourquoi? Parce qu'il a fait son recensement de ces traitements, il est censé être informé de tout développement sur ces traitements. Or, l'IA est partout. Et donc, typiquement, la feuille de route, bah, c'est de montrer comment le DPO, en tant que moteur, alors on peut l'appeler aussi chef d'orchestre ou maître d'œuvre, va pouvoir engager cette dynamique de conformité avec toutes les parties prenantes pour s'assurer justement d'atteindre, c'est un objectif, ce n'est pas une finalité en soi, mais voilà, on va dire, ce niveau de conformité satisfaisant, tant du point de vue évidemment des personnes concernées, mais que aussi des utilisateurs pour rassurer tout le monde dans ce chemin, encore une fois, de la conformité au règlement sur l'IA. Merci, oui, effectivement. On est assez aligné aussi chez Dastra parce que nous, on croit beaucoup à la synergie entre ces réglementations et les chefs d'orchestre, un peu les personnes qui sont un peu les pivots, ceux qu'on va interpeller sur ce sujet-là. Et le DPO, évidemment, en fait partie puisqu'il a cette dimension à la fois juridico-technique, agnostique un peu aux technologies et l'IA, bien évidemment, n'est pas insensible aux données personnelles, bien au contraire. Donc, c'est assez naturellement que les DPO s'y intéressent. En tout cas, nous, on soutient vraiment cette cause depuis maintenant plusieurs années sur le fait que les DPO doivent se saisir du sujet de l'IA, de l'intelligence artificielle, au même titre qu'ils doivent se saisir de l'ensemble des traitements de données à caractère personnel. Et sur cette spécification, ces spécificités de l'IA, il y a de la technique, il y a de la nouvelle connaissance, il y a de l'innovation évidemment très, très rapide, très véloce. Et donc, il faut aussi ne pas être tout seul, hein, c'est toujours le grand enjeu. D'où la gouvernance essentielle que tu as rappelée. OK, merci donc pour cette introduction. Alors très concrètement, cette feuille de route aujourd'hui, ça se présente comment? C'est un. Alors, On peut déjà, peut-être il faut rendre ouais. oui, merci Jérôme, bien sûr, et je tiens à rendre à César ce qui appartient à César, n'est-ce pas? C'est que nous ne sommes pas tout à fait partis d'une feuille blanche, qu'en réalité, on s'est largement inspiré de la feuille de route de conformité au RGPD que la CNIL avait proposé très très tôt après l'adoption de ce texte et qui a été vraiment un repère structurant pour les organisations. Nous avons d'ailleurs appris à la matinée du DPO par monsieur conformité de la CNIL, Thomas Detieux, que c'était en réalité, figurez-vous, la fiche qui était la plus téléchargée sur le site de la CNIL. Plusieurs centaines de milliers, ouais. Ouais, c'est impressionnant. Et donc, c'est cette finalement démarche en 6 étapes qui nous a, en tous les cas, servi de guide pour la transposer
dans l'univers du règlement sur l'IA. Alors bien sûr, je vous rassure, on n'a pas fait de plagiat, on s'est rapproché de la CNIL, et d'ailleurs la CNIL elle-même nous cite sur son propre site web, et c'est en parfaite collaboration avec eux qu'on a avancé dans notre propre rédaction. Et donc nos membres ont pu phosphorer autour de justement ces 6 étapes pour aller précisément dans, on va dire, cette approche structurée et méthodique de cette mise en conformité, avec l'idée quand même que, au-delà de donner un cadre structurant, opérationnel et partagé, il y a aussi, et on l'avait connu très fortement sur le RGPD, le fait qu'on souhaite en faire un levier vis-à-vis des décideurs pour à la fois les sensibiliser à cet enjeu de conformité, les montrer que c'est faisable. Donc, on souhaite les convaincre aussi de la faisabilité de la conformité et les orienter. Beaucoup de startups vont nous dire c'est trop compliqué, on n'y arrivera jamais, et de toute façon, c'est trop tard puisque nos produits sont déjà sur le marché. Non, au contraire, l'un des intérêts, je pense, de cette feuille de route, c'est justement de montrer que étape par étape, il y a un chemin de conformité. C'est de toute façon une démarche itérative, comme je l'ai dit, avec un objectif qui est justement un niveau de conformité satisfaisant pour aller aussi, et je pense que c'est vraiment un des messages clés qu'on essaie de faire passer, vers une IA qui soit à la fois durable, responsable, mais aussi sur un chemin de valeur. Et donc, ça va d'autant plus parler aux chefs d'entreprise, aux start-upers, enfin à tout décideur, c'est qu'à un moment donné, c'est la conformité qui fera aussi la valeur d'un outil et peut-être la plus-value par rapport à d'autres sur un marché existant. On le voit bien, y compris moi dans mon propre cabinet, quand j'ai le choix entre 2-3 outils. On a évidemment maintenant dans la checklist, est-ce que cet outil est conforme à RGPD? De la même manière maintenant qu'on regarde s'il est conforme au RIA. Et en tant que simple utilisateur client, c'est de toute façon ce qui permet de faire le bon choix et donc du côté de l'éditeur à conforter et développer sa part de marché. Tout ça, voilà, c'est ce qu'on a voulu résumer dans les 6 étapes dont je te propose, Jérôme, si tu en es d'accord, justement de les voir peut-être une à une. Oui, tout à fait. Alors, on partage, là j'ai partagé justement la feuille de route. Donc, vous voyez la première page de la feuille de route qui résume, enfin en tout cas qui annonce le plan. Alors, sachez aussi pour information que cette feuille de route, elle est accessible en ligne, hein. Elle n'est pas évidemment, elle est très facilement accessible librement sur le site du Club DPO. Elle est également aussi, donc on met à disposition sur Dastra. Et vous verrez, on l'a aussi transformé dans Dastra en plan d'action. Hein. Donc ça, je pourrais vous montrer aussi ce qui peut être utile pour finalement suivre un peu ces différentes étapes. Alors effectivement, vous avez 6 étapes dans la feuille de route qu'on retrouve ici. La première chose, c'est la gouvernance, le pilotage, la cartographie, la qualification des rôles, faire un plan d'action, donc la gestion des risques, la accountability, les preuves. Des éléments qui sont extrêmement importants pour répondre à cette obligation réglementaire de ce règlement. Pour rappel, et peut-être un bref rappel là-dessus, sur le règlement sur l'IA, vous savez qu'il est entré en application en 2024, qu'il y a une application progressive, entrée en vigueur, pardon, et il y a une entrée application progressive au fur et à mesure des années, et que certaines obligations sont déjà rentrées en application en 2025, notamment on va voir des systèmes d'IA qui sont interdits, notamment des obligations d'acculturation au sein des organisations de l'entreprise, et on a une échéance qui arrive en août prochain pour un certain nombre de systèmes d'IA considérés à haut risque. Peut-être aussi un rappel, enfin en tout cas une actualité récente réglementaire là-dessus, c'est qu'il y a un projet de décaler ces échéances qui est aujourd'hui à août 2026 pour décaler à décembre 2027 pour une certaine partie des systèmes d'IA à haut risque. On va le voir qui sont ceux qui supportent le plus d'obligations, et à décembre 2028 pour une autre partie de ces systèmes d'IA à haut risque.
Ça a été voté par le Parlement européen fin mars. Ça s'appelle le projet Digital Omnibus on AI pour information, pour ceux qui veulent aller se renseigner. Et vraisemblablement, c'est quelque chose qui est en bonne voie, qui va arriver, qui devrait notamment être adopté avant l'échéance d'août 2026. Donc, ce qui fait que on aura ça. Néanmoins, c'est pas parce que c'est décalé que il faut pas le faire. Au contraire, l'idée est de décaler pour mieux préparer, pour donc mieux se faire. Et c'est là que la feuille de route, tous ces éléments qu'on va voir là, ont toute leur place, hein, véritablement. Alors, je voulais juste rebondir quand même sur 2 points. Ce qui concerne les IA interdites, c'est déjà en application. Et tout ce qui est IA à risque modéré ou négligeable, toutes les obligations s'appliquent aussi. Donc, en réalité, ce que vous dit là, le législateur européen, c'est on vous fait le cadeau d'avoir un petit peu plus de temps pour vous mettre en conformité sur ce qui est un peu plus risqué. Mais néanmoins, justement, c'est une chance dont on dispose pour bien faire les choses encore plus confortablement que ce qui était prévu à horizon initialement du mois d'août de cette année. Mais pour autant, ne prenez pas ce message comme étant un blanc-seing pour faire n'importe quoi encore pendant 18 mois. Au contraire, et justement, d'où l'intérêt, comme tu le soulignes, Jérôme, d'appliquer notre feuille de route dès maintenant. Alors, aussi, autre élément intéressant dans cette feuille de route, et ce qui était souligné, on a déjà parlé, c'est qu'il y a une articulation importante entre le règlement sur l'IA et le RGPD, parce qu'on parle d'une matière quand même première qui est la donnée pour beaucoup, et puis on a une certaine manière des logiques de gouvernance, de documentation qui sont assez proches. Oui, d'où encore une fois le rôle clé du DPO, parce que c'est justement parce qu'il connaît comment on recense un traitement, comment on fait une analyse d'impact et comment on informe justement les personnes concernées, que la transition avec le règlement sur l'IA se fera d'autant plus naturellement. Alors, si on prend la première étape proposée par la feuille de route, qui est cette étape de gouvernance, justement, de pilotage, étape essentielle avant démarrage de toute activité, de tout projet d'organisation. Finalement, qu'est-ce que ça va recouper en quelques mots? Alors, on va pas rentrer dans le détail exact, on n'aura pas forcément le temps d'approfondir de manière très dense cette feuille de route. C'est pas l'idée. Par contre, c'est plutôt de vous la présenter, bien évidemment. Donc, si vous avez des questions, et je ne l'ai pas dit au début, mais bien sûr, n'hésitez pas à les poser via le chat. On essaiera de prendre du temps en fin de webinaire pour y répondre. Mais évidemment, vous l'avez vu, l'idée ici, c'est plutôt de vous la présenter donc pour que vous alliez ensuite la consulter de manière plus approfondie. Alors, on Donc, a en parlé de effet, pilote. Ouais, bah vas-y, oui, donc je ne vais pas revenir sur le évidemment. fait que nous, on pense que c'est le DPO. On a entendu d'ailleurs que la CNIL était un peu plus ouverte sur ce profil type, mais néanmoins, elle est tout à fait d'accord avec nous sur le fait qu'il faut un pilote à bord, ça ne se fait pas tout seul, sachant qu'il faut quand même observer que beaucoup d'organisations ont déjà des comités d'éthique, des comités conformité, et que d'une certaine manière, par rapport à cette adaptation au cadre de la conformité au règlement sur l'IA, il s'agit aussi peut-être de s'appuyer sur ce qui existe déjà, surtout quand ça marche bien et surtout quand vous avez déjà autour de la table toutes les parties prenantes. Alors, je ne reviens pas sur le fait qu'il faille bien sûr impliquer la DSI, le RSSI et évidemment des responsables métiers, mais moi, je vais un petit peu au-delà. C'est-à-dire que par rapport quand même à l'impact que peut avoir l'IA dans les différentes organisations, moi je pense que les parties prenantes doivent aussi inclure le client, si on parle d'un client, l'étudiant si on est dans une université, ou voire même l'administré, comme on dit, si on est dans une administration ou un service public. Donc à partir de là, effectivement, c'est d'avoir une vision en grand pour que dans le fait qu'on ait une IA, encore une fois, responsable et durable, tout le monde puisse à un moment donné faire remonter ce qui se passe dans l'organisation et le service rendu peut-être par cette organisation, étant précisé que moi je pense aussi très important d'avoir des relais de terrain, y compris chez les utilisateurs. Alors on parle beaucoup de AI Champions, j'apprécie ce terme parce que c'est vrai que
tout le monde doit être formé à l'usage de l'IA, mais c'est bien aussi d'avoir ces relais, peut-être plus vigilants que d'autres, ou ce qu'on appelle aussi les key users, qui seront peut-être mieux identifiés quand une IA fait fausse route, qu'il s'agisse évidemment de biais, d'hallucinations, voire même, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme, Jérôme, mais certainement la sycophancy, quand l'IA vous fait tout le temps plaisir et qu'à un moment donné, à force de vous faire plaisir, elle peut aussi vous amener dans le mur. Donc tout ça pour dire que ce qu'on appelle aussi la complaisance de l'IA en bon français. Mais tout ça pour dire que justement, parce que de bout en bout, tant par rapport aussi au sponsoring évidemment que le chef d'entreprise doit assurer sur un plan de migration ou d'introduction de l'IA en passant, je l'ai dit, par les utilisateurs et aussi ce comité éthique qui pourra intégrer les sujets IA. Alors, est-ce qu'il faut créer un comité ad hoc? Là aussi, par rapport à la taille de l'organisation, je suis toujours d'avis de ne pas créer d'usine à gaz, mais encore une fois, de capitaliser sur l'existant. On voit en tous les cas que c'est tout un écosystème de cette gouvernance de l'IA tout au long du cycle de vie qu'il s'agit de mettre en place. Et encore une fois, avec à sa tête un pilote, pour nous au club DPO, c'est clair, c'est le DPO avec sa jolie casquette. Et est-ce que on peut un peu mutualiser des éléments de gouvernance avec ce qu'on a déjà mis en place sur le RGPD? Et oui, là aussi, on peut tout à fait réaligner par rapport au RIA ce qu'on a fait sur le RGPD pour l'inclure, peut-être en élargissant un petit peu le sujet, puisque c'était notamment très bien rappelé par la DGE, mais aussi la CNIL. On peut avoir des traitements et des IA, des systèmes d'IA, comme on dit dans le règlement, qui ne mobilisent pas de données à caractère personnel, mais que des données non personnelles. Et pour le coup, oui, peut-être que des professionnels du chiffre qui n'étaient peut-être pas jusqu'à présent trop concernés par le RGPD vont, y compris dans des métiers peut-être très techniques, je pense, voilà, si on a une organisation qui est tout simplement une entreprise qui fabrique des objets, voilà, réfléchir aussi à ouvrir un peu plus ces différents comités et introduire aussi des AI champions chez, on va dire, dans des services qui avaient été peut-être à l'abri du RGPD jusqu'à présent, mais qui là se retrouvent dans le périmètre du RIA. Et c'est vrai, il peut y avoir des systèmes d'IA sans données personnelles et qui doivent tout autant faire l'objet d'un suivi. Alors, à chaque fois, il y a un message clé intéressant aux dirigeants. Bon, voilà, gouverner l'IA, c'est maîtriser les risques, évidemment, tout en anticipant les opportunités. Donc, c'est évidemment un message clair aussi qu'on peut diffuser pour aussi chercher des sponsors hein, sur cette gouvernance. Absolument. Alors, deuxième étape proposée par le club DPO dans cette feuille de route, c'est évidemment, une fois qu'on a organisé les choses, maintenant, allons savoir quelle est la matière que l'on va gouverner. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les systèmes d'IA. Il faut faire ce travail d'inventaire, de cartographie, de passer un peu au peigne fin tout ce que l'on a sur l'IA dans son organisation, et puis les renseigner dans une liste, ça peut être un registre, ça peut être voilà, tout simplement un outil de pilotage qui va permettre de les connaître et derrière d'y appliquer éventuellement des mesures de conformité. Absolument. Et sachant que là aussi, mais on l'a tous vécu tout un chacun, parfois nous avons des systèmes d'IA qui s'introduisent dans votre système d'information sans que vous ayez rien demandé. On a tous vécu du jour au lendemain la mise à jour d'Acrobat Reader. Pour ouvrir un PDF, vous aviez désormais un assistant IA intégré. Donc typiquement, cette question de la cartographie n'est pas si simple. Ce n'est pas uniquement que les outils IA qu'on va souscrire, puisque comme je le disais en introduction, l'IA est partout. D'ailleurs, est-ce que toutes les IA répondent à cette définition du système d'IA qui est donc le point d'entrée en tant qu'objet juridique du règlement sur l'IA? Pas forcément. Donc on le voit, ce travail de cartographie nécessite tant d'un point de vue technique, juridique, d'avoir, ou de moins de se prêter au jeu à la fois du recensement puis de la qualification, pour ensuite, j'ai envie de dire, aller sur l'approche par les risques, où une fois que vous avez identifié un système d'IA qui rentre dans les critères du règlement sur l'IA,
pouvoir évaluer effectivement les risques générés ou du moins induits par ce système d'IA, avec quand même un point linguistique important, puisque ça, je crois que ce n'est pas forcément perçu par tout le monde, puisqu'en bon français, un risque, c'est un risque par définition, il se produit ou pas. Et donc, il y a une notion de probabilité ou de vraisemblance du risque, alors qu'un problème, il est déjà existant, et donc il faut le gérer. En anglais, non, un risque, c'est à la fois le problème et le risque potentiel. Donc ça me paraît, d'un point de vue linguistique, important. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà des systèmes d'IA qui posent des problèmes et qui en ont déjà créé. Et dans votre cartographie, je pense qu'en même temps que vous faites le recensement, vous qualifiez, vous devez peut-être d'ores et déjà aller sur la remédiation de ces problèmes déjà existants. Pour reprendre l'exemple d'un système d'IA non désiré, peut-être que vis-à-vis de l'éditeur, s'il vous le permet, il faut commencer par désactiver votre système d'IA non souscrit expressément pour ensuite bien faire votre travail de conformité. Donc on le voit, ce travail de cartographie est quand même pas si simple. Bien sûr, généralement, le DPO ne part pas d'une page blanche, il a normalement son registre des traitements, mais le prisme n'est pas tout à fait le même sur le règlement sur l'IA. Il y a un peu de travail et évidemment connaître le périmètre concerné, c'est ce qui vous permettra de mettre en œuvre les actions d'un point de vue tout à fait géré, priorisé et donc efficace. Et oui, et alors c'est vrai, c'est important, ce risque, ces actions de remédiation, cette évaluation de ce risque, cette classification de tous ces systèmes, mais aussi aller chercher, aller collaborer avec d'autres métiers qui vont pouvoir remonter les informations sur là où il y a de l'IA. Voilà, ça peut passer par des campagnes donc annuelles, ça peut passer par de la sensibilisation, ces fameux relais qu'on va identifier, qui vont travailler de manière commune sur cette cartographie. Et cette cartographie, ça nécessite évidemment d'avoir une forme très structurée pour que ce soit exploitable. L'idée, c'est évidemment de pouvoir exploiter cette cartographie. Donc, il faut que ce soit structuré avec d'une sémantique, donc des mots qui soient les mêmes, qui soient bien compris par tous et qui soient bien exploitables de la même manière. Ça va être important puisque on va pouvoir ensuite évaluer le niveau de risque du coup et donc le niveau d'obligation auquel on doit répondre pour chacun de ces systèmes, mais aussi identifier pour chacun de ces systèmes quel est notre propre rôle, nous, vis-à-vis de ce système, et donc qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis du règlement sur l'IA. On peut être à la fois, vous le savez, fournisseur d'un système d'IA si on met à disposition un système sur le marché, mais on peut être aussi déployeur, on peut être aussi distributeur, mandataire, etc. dans un certain nombre de cas. Parfois, on peut être les deux. Précisément, Jérôme, ouais, tu as introduit deux notions. C'est évidemment qu'il faut un minimum être outillé parce que voilà, c'est vrai que cette recension à laquelle on plaque quand même très tôt ce sujet à la fois de qualification système d'IA ou pas, puis d'analyse des risques, fait quand même que un simple tableau Excel, je veux dire statique, c'est un peu limité là où il y a des outils sur le marché qui, de manière tout à fait dynamique, vont aider dans cette tâche. Voilà, sans en citer un bien évidemment que vous connaissez bien, mais effectivement, sur Dastra, vous avez évidemment toute cette possibilité de faire ça. Et tu introduisais aussi le fait d'attribuer des rôles, ce qui va nous amener effectivement doucement mais sûrement sur notre troisième étape. Voilà. Alors, petit message clé, et vous avez ces fameux rôles et responsabilités qui sont essentiels, donc de bien connaître, et ensuite de savoir qu'est-ce qu'ils impliquent en termes sur le règlement. Oui, avec l'idée qu'on ne peut pas se contenter de se dire je suis simple utilisateur, moi pas vouloir entendre parler du règlement sur l'IA et je fais ce que j'ai à faire dans mon coin. Non, c'est pas comme ça que ça marche, puisque précisément dans le règlement sur l'IA, on a effectivement une qualification des rôles qui est malheureusement, heureusement, mais je pense que c'est plutôt un bien, pas exactement la même que dans le RGPD où on avait d'un côté
le responsable de traitement. Alors moi, j'aime bien les termes anglais, parce que je trouve plus parlant, data controller, et effectivement, le sous-traitant, data processor. Le RIA, ce n'est pas la même chose, puisqu'on a d'un côté, effectivement, le fournisseur d'IA, celui qui développe ou fait développer un système d'IA et met le marché sous son nom, et de l'autre, principalement le déployeur, c'est-à-dire celui qui utilise le système d'IA sous sa propre autorité, clairement un employeur vis-à-vis de ses salariés, clairement effectivement une association qui met à disposition de ses membres un système d'IA. Donc on le voit, on n'est pas tout à fait sur les mêmes qualifications, parfois ça se recoupe assez clairement, mais pas toujours. Là où je souhaite par exemple vous mettre en garde, c'est qu'un fournisseur d'IA n'est pas forcément un sous-traitant au sens du RGPD. Il y a de bonnes chances même qu'il ait des bases de données d'entraînement, lesquelles nécessairement sont communes à tous ses clients et qu'en réalité, il sera donc bien responsable de traitement. Donc on le voit, ce n'est pas un tableau à entrée unique, c'est au moins un tableau à double entrée sur lequel, là aussi, le DPO est peut-être bien armé pour travailler sur ses qualifications dans le sens où, typiquement, il a déjà fait sa cartographie et son registre de traitement RGPD et également d'ailleurs son registre sous-traitant, généralement, s'il est concerné, et que du coup, pour poursuivre la réflexion sous le prisme du RIA, forcément, il gagnera un petit peu plus de temps qu'un DIO ou un responsable conformité qui devra déjà s'approprier ce qui a été fait sur le RGPD pour peut-être aller plus loin sur le sujet de l'IA et qui, de toute façon, devra converger avec son DPO pour se mettre d'accord. Alors, il y a d'autres rôles, mais sur lesquels on n'aura pas le temps de passer beaucoup de temps aujourd'hui, ceux d'importateurs, distributeurs, mandataires, mais qui là, d'un point de vue responsabilité produit, parce que oui, l'IA est un produit et tout le règlement sur l'IA repose sur cette logique, font que le législateur, en tous les cas, a souhaité responsabiliser chaque maillon de la chaîne économique. Et effectivement, fournisseur, déployeur, responsable de traitement, sous-traitant, on peut avoir aussi de multiples casquettes, sachant aussi que cette qualification, des lignes directrices vont arriver d'ici, a priori, le début de l'été, pour nous aider à mieux cerner parfois les nuances qui peuvent arriver entre savoir dans quel cas on est véritablement un déployeur ou parfois on est un fournisseur et puis on est déployeur et puis on devient fournisseur parce qu'on a un peu ajusté le système d'IA par rapport à notre marque. Donc quel est ce niveau-là? Ce sera évidemment des choses qui vont être amenées à se préciser au fur et à mesure que le temps passe. Oui, parce que je veux rebondir sur ce point-là qui est très important, Jérôme. C'est que, évidemment, le législateur veut responsabiliser le plus possible tout le monde. Et si, par exemple, un déployeur sur un système d'aide au recrutement s'amuse sur la base, effectivement, d'un système d'IA préexistant à entraîner spécifiquement ce système d'IA en faisant ce qu'on appelle du fine-tuning, ce que tout le monde a peut-être déjà en tête, puisqu'on va réentraîner encore une fois sur des bases plus spécifiques l'IA qui était un peu plus généraliste à l'origine, vous allez vous retrouver effectivement fournisseur d'IA en aval, downstream provider, autrement dit, et que là, clairement, vous n'êtes plus un simple déployeur. Donc, franchement, les qualifications sont aussi évolutives dans le temps. Vous pouvez être simple déployeur au début, mais parce que vous allez faire avec vos équipes techniques et elles sont de mieux en mieux armées, et grâce à l'IA aussi, c'est de plus en plus facile de travailler sur d'autres systèmes d'IA, puisque les IA aident les IA, on voit que juridiquement, ça peut avoir quand même un impact important. Oui, et puis il y a un certain nombre d'obligations, de responsabilités qui sont dévolues à ces rôles. Alors aussi en fonction des types de systèmes d'IA et de leur qualification en fonction du risque qu'ils présentent. Vous avez ici un exemple sur les fournisseurs, les déployeurs. Sachez que voilà, il n'y a pas exactement les mêmes choses. La majeure grosse partie des obligations, je dirais assez lourdes, repose quand même sur les fournisseurs aujourd'hui. N'oublions pas qu'on est aussi dans une réglementation produit. Qui dit produit dit voilà, vous pouvez penser à un jouet, par exemple, vous allez acheter dans un magasin de jouets, puis à chaque fois vous avez quand même le jouet, un emballage, puis vous avez un certain nombre de notices qui vont avec, un certain nombre de marquages CE, etc. Et bien on est un peu dans cette même logique-là. Donc il y a tout
un certain nombre de garde-fous que doivent évidemment, avant qu'un système d'IA soit mis en place sur le marché, que les fournisseurs doivent présenter pour dire que oui, il met quelque chose qui est conforme à la réglementation et respectueux des droits et libertés des personnes. Alors, c'est très intéressant. Je vois qu'on a une question justement sur ce sujet des qualifications. Vous savez, qu'on le veuille ou non, il y a du Shadow AI, des utilisateurs qui vont utiliser l'IA sans l'autorisation expresse de leur employeur en particulier. Et donc, est-ce que l'entreprise, du coup, qui laisse faire ses salariés deviendrait elle-même déployeur? Je pense oui, s'il n'y a pas de règles claires et qu'on ne fait pas la chasse aux outils d'IA qui se multiplient et qu'on laisse faire, et peut-être même qu'on encourage sans encadrer effectivement les choses, à mon avis, un juge il ne va pas se tromper en disant vous n'avez pas de charte IA, vous avez laissé faire vos collaborateurs, vous avez même encouragé l'usage de certains outils qui étaient dangereux. Tant pis pour vous, vous devenez déployeur. Et si vous n'avez pas respecté toutes les obligations associées, notamment sur les instructions, la supervision et effectivement, d'un point de vue technique, le fait qu'il y a aussi un monitoring de ce qui est fait de ce système d'IA, tant pis pour vous, vous serez 100% responsable en tant que déployeur. Donc ça, je pense que là aussi, quand on parle d'évolutivité dans les usages, normalement, ça doit aller de pair avec un contrôle, y compris jusqu'à vraiment s'assurer d'une interdiction lorsque cette interdiction existe. Et la responsabilité, oui, dans les organisations, elle implique donc de mettre en place un certain nombre de choses, un certain nombre d'actions pour alors, c'est très intéressant le répondre à ça. commentaire en direct, pardon de te couper, Oui, c'est pardon, mais oui. la personne n'en a pas conscience. Alors, justement, si elle n'en a pas conscience, c'est peut-être qu'elle n'a pas été elle-même suffisamment formée. Vous savez que tout déployeur a une obligation AI literacy. Alors, ça se dit en français maintenant, la literacy, c'est de s'assurer que ses utilisateurs, justement, aient un niveau de connaissance satisfaisant, y compris au regard des obligations du règlement sur l'IA. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet. C'est un peu comme le RGPD, quand vous avez des traitements mis en place par vos organisations qui servent évidemment au bénéfice de votre organisation, eh bien, ça rentre aussi dans votre périmètre. Alors, la quatrième étape, c'est d'élaborer un plan d'action donc qui va vous aiguiller dans cette démarche de conformité. À la suite, on a mis en place la gouvernance, on a cartographié nos systèmes et ensuite, on a défini quels sont pour chacun de ces systèmes les rôles et responsabilités que l'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? L'idée, ça va être évidemment de dégager ça en des actions exploitables, traçables et puis actionnables derrière. Oui, et effectivement, on l'a vu avec également les rôles attribués, savoir qui fait quoi, à quel niveau, puisque c'est bien joli d'avoir des plans d'action, mais si personne ne sait ce qu'il a à faire, ni dans quel délai, mon expérience sur des plans de conformité RGPD prouve que généralement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'un bon plan d'action va de pair aussi avec un bon outil de ticketing, de sorte à ce qu'il y ait aussi un suivi dans la réalisation des actions. Mais tout ça, évidemment, rentre dans un système de management de la qualité du système d'IA parce que par rapport à son niveau de risque, justement, c'est ce qui permettra de prioriser ses actions et qu'on ait en même temps, en lien avec la supervision du système d'IA concerné, la mise en place justement de mécanismes d'alerte qui doivent soit engendrer des audits, soit effectivement des réactions proportionnées au risque. J'entendais ce matin à la radio que de plus en plus de systèmes d'IA étaient dévoyés pour contourner des règles de sécurité, y compris dans le cloisonnement de données au sein d'entreprises ou d'organisations. Et ça, c'est très grave parce que on le sait que si les gens accèdent à des données auxquelles ils ne devraient pas, derrière, il y a des détournements de finalité, et ça, avant même le RGPD, on sait que c'est du pénal. Donc voilà, on le voit bien, sans revenir sur les lois Asimov, mais une des premières lois, c'est qu'il y a un bouton on-off quand même sur les systèmes d'IA. Donc Toujours. justement, le cas échéant, quand on voit que l'IA sort de la route qui lui était normalement tracée et a même brisé des garde-fous, c'est là justement qu'il faut réagir vite et fort. Tout ça, évidemment, avec la nécessité de garder une traçabilité de ce qu'on fait
et la documentation, qu'elle soit purement technique par des logs ou évidemment un peu plus substantielle, puisque le RIA, on ne l'a pas dit, mais fonctionne comme le RGPD sur une logique de accountability, donc de redevabilité de la preuve, qu'on soit fournisseur d'ailleurs comme déployeur, et je ne parle pas des autres qualifications, mais tout ça est évidemment tout à fait fondamental, et c'est ce qui nous permet de dire que la conformité au règlement sur l'IAC maintenant, plus tard, ce sera plus cher et potentiellement trop tard, sachant que je partage avec vous aussi une conviction intime, c'est plus on attend, plus c'est compliqué. J'ai déjà des clients qui viennent me voir avec des IA sur le marché et qui me disent « Ah, bah, c'est peut-être maintenant que malgré le règlement Omnibus, il faut qu'on s'intéresse à sa mise en conformité. » Et moi, faire de la rétro-ingénierie juridique en termes documentaires et justement avec le niveau de granularité suffisant, surtout qu'en plus, si certains membres de l'équipe technique sont partis sans bien documenter ce qu'ils ont fait, ça devient vraiment un casse-tête et inutile de dire que ça demande et mobilise 3 fois plus de ressources que si tout avait bien été fait dans une logique privacy by design. Donc, sincèrement, ne pas négliger précisément ce plan d'action pour chacun à son niveau, et c'est comme ça qu'on avance vite et bien. Et un plan d'action, ça peut être adapté en fonction des systèmes, ça peut être bien évidemment adapté aussi aux risques qui vont être présentés. Alors c'est l'étape justement 5 de cette feuille de route qui est d'intégrer une analyse et un pilotage des risques. Donc au niveau des projets IA donc qui vont impliquer ces systèmes d'IA. Oui, sachant que là aussi, tu évoques souvent la régulation de deuxième niveau, tout ce qui est ligne directrice, guide, recommandations à tout niveau. Alors, pour le coup, on est servi avec le règlement sur l'IA. On ne vous a pas projeté ce qu'il en sera en termes de la gouvernance en France, mais rien que de voir le schéma, ça donne mal à la tête. Tous nos intervenants, d'ailleurs, la matinée du DPO, ont concédé que ça aurait pu être plus clair, mais c'est comme ça. Et même au niveau européen, entre la Commission, le bureau de l'IA et les NISA en passant par d'autres, on va dire, autorités, ça devient compliqué, parce qu'évidemment, le CEPD aussi, IDPB, si on est anglophone, va avoir son mot à dire aussi sur ces questions-là. C'est vrai que l'analyse des risques dépend donc de cette donne réglementaire, de ce que donc vous pouvez avoir de manière un peu plus fine sur l'évaluation de ces risques, mais aussi de l'état de l'art. Et on l'a dit, sur un système d'IA, ce qui est inoffensif peut devenir très dangereux. Et à l'inverse, ce qui était très dangereux, il peut y avoir des mesures de remédiation qui font qu'on peut y arriver. Alors c'est pour ça que, comme on le disait, le DPO, il a l'habitude de faire cette évaluation des risques, notamment au travers des analyses d'impact. Et donc justement, c'est cette démarche qu'il faut poursuivre sur le règlement sur l'IA, sans parler des analyses d'impact sur les droits fondamentaux, qui est vraiment une spécificité du règlement sur l'IA, mais dont je pense que la plupart de nos auditeurs sont en réalité pas concernés, puisqu'il faut vraiment être soi-même délégataire d'un service public ou sur des missions régaliennes pour en réalité être dans le périmètre. Mais indépendamment de ce cas particulier, sachez que c'est vraiment cette logique d'analyse des risques qu'il faut conserver. Et j'ai envie de dire, dès qu'il y a de l'IA, vous êtes déjà à 80% de chance d'être sur une analyse d'impact qu'il faut formaliser, sachant que vous avez des gens très intelligents, plus que moi, qui ont réfléchi notamment au MIT sur la cartographie de tous les risques possibles en termes d'IA, et qu'il ne faut pas hésiter justement à utiliser ces ressources extérieures, outre bien sûr les fiches pratiques que la CNIL a déjà pu mettre à disposition. Alors certes, sous l'angle un peu trop fournisseur, mais j'ai su en off qu'il y aurait aussi donc a priori une déclinaison de ces fiches pratiques vues déployeur, mais que vraiment sincèrement, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi identifier, et là aussi de manière dynamique dans le temps, le niveau de risque et donc d'exposition à ces risques en termes de vraisemblance et de gravité, pour mettre en place précisément un plan d'action concret au regard des personnes concernées et des différents régulateurs, puisque oui, ce n'est pas un scoop, vous donnez aussi des comptes auprès de ces différents régulateurs. Et d'où l'intérêt aussi d'utiliser votre démarche que vous connaissez bien sur les IPD, mais aussi
de mutualiser, hein, de ne pas forcément, parfois on peut aussi travailler sur les projets, et puis inclure des questions sur l'IA dans le screening, par exemple, d'un projet. Vous faites des éléments de privacy by design aujourd'hui que vous connaissez bien. Vous pouvez aussi indiquer des questions complémentaires pour aller à la pêche aux informations sur l'IA, puis pour permettre vous de faire une analyse ensuite de ces éléments-là. Ça peut être évidemment fait de manière graduelle. L'idée, c'est d'avoir cette approche par les risques. Et plus votre système d'IA va présenter des risques importants, plus il faudra que vous ayez mis en place un certain nombre de garde-fous et aussi la documentation qui va avec. On est dans une logique ici extrêmement proche, similaire du RGPD. Vous avez des traitements qui nécessitent des risques, qui sont évidemment plus à risque pour les personnes. C'est bien évidemment sur cela qu'il faut passer plus de temps plutôt que ceux qui ne le sont pas. Cette approche par les risques, elle est évidemment importante puisqu'elle est inhérente d'ailleurs au règlement sur l'IA avec une classification qui est déjà proposée par le règlement sur des risques et des systèmes d'IA à risque important et des systèmes d'IA interdits et ainsi de suite. Mais également ensuite, dans le détail de chacun de ces systèmes, quels sont les risques que l'on aura identifiés, que ce soit des risques de biais, on l'a évoqué, que ce soit des risques de mésusage de la plateforme, que ce soit des risques d'hallucination, que ce soit des risques que l'on va pouvoir aussi découvrir au fur et à mesure des investigations avec les équipes métiers qui sont elles-mêmes très sensibles à ça. Donc, privacy by design, AI by design, il ne faut pas évidemment dissocier tout ça et le mieux évidemment de mutualiser pour arriver à une démarche intégrée et qui soit aussi facile pour vous, pour les DPO, dans la gouvernance, pour avoir quelque chose qui soit bien mutualisé. L'étape numéro 6, c'est la dernière étape qui est évidemment l'une des plus importantes de ce point de vue-là. C'est aussi fondamental par rapport à la logique de ces règlements, de tous les règlements maintenant qui sortent du législateur européen, c'est de pouvoir être en capacité d'apporter des preuves de ce qu'on avance, des preuves du respect de la réglementation. Ça passe, vous savez, par ce fameux principe de responsabilité, la accountability. Et donc, il faut pouvoir, chaque démarche, chaque question auquel on a répondu, chaque réflexion, chaque analyse de ces risques, pouvoir être en capacité de prouver que on a bien réfléchi au sujet et qu'on assume finalement notre système d'IA, nos projets d'intelligence artificielle en interne et qu'on les maîtrise et qu'on n'a aucun doute là-dessus. Et ça passe par évidemment cette logique de preuve, cette logique de créer cette documentation à travers les différents canaux. On a évoqué pas mal de sujets là-dessus, des analyses d'impact, la documentation à travers une cartographie, mais ça va être aussi évidemment du privacy by design, du screening des projets. Ça peut être aussi de l'audit régulier qui est fait sur un certain nombre de systèmes d'IA que l'on a identifiés comme étant plus à risque que d'autres. Ça va être aussi toute la démarche que l'on met en place sur la comitologie, sur la gouvernance. Donc Eric, tu as évoqué tout à l'heure aussi la charte IA en interne, qui est évidemment un outil extrêmement précieux et important qui permet d'apporter une première structure un peu organisationnelle et puis une première sensibilisation au niveau des équipes et d'être adopté aussi par la direction générale. Donc tous ces éléments-là sont évidemment essentiels pour prouver sa conformité le jour où on en aura besoin. Alors ça peut être dans quel cas, par exemple, si le régulateur vient, mais pas forcément que s'il y a le régulateur. Oui, effectivement, il y a, par rapport aux IA au risque, la question du marquage CE. Donc, à un moment donné, parce que vous allez respecter un référentiel correspondant, il faut, en tant que fournisseur d'IA, bien sûr, garder toutes les preuves que vous répondiez bien à ces exigences du référentiel concerné.
J'ajoute aussi que par rapport à l'analyse d'un incident sur un système d'IA à haut risque, vous devrez même rapporter à votre régulateur, et il faut aussi que vous soyez en mesure de faire une étude des routes causes, comme on dit, d'où ça vient et pourquoi l'IA, autant que ça puisse être explicable, puisque encore en l'état, on ne peut pas toujours tout expliquer dans les systèmes d'IA, mais qu'on ait cette possibilité aussi au travers des logs, et je parlais du déployeur qui se doit absolument de garder ses logs, de pouvoir remonter là aussi jusqu'à l'origine du problème, pour autant que faire se peut, en lien avec le fournisseur, traiter la question. Donc on le voit, cette documentation, ce n'est pas uniquement que dans une logique prouver sa conformité. Je reviens sur cette notion sur laquelle le règlement sur l'IA, c'est aussi une réglementation de produit, comme un peu sur les dispositifs médicaux. Et donc, à ce moment-là, quand on fait de la pharmacovigilance, bah oui, il y a une traçabilité, une documentation, y compris par rapport au mode d'administration du médicament, outre comment il a été fabriqué, qu'on retrouve un peu dans cette logique finalement à tout niveau sur les systèmes d'IA, qui fait que, bah oui, votre dossier de accountability, je pense, sur la RIA sera encore plus volumineux qu'il peut l'être, bien entendu, sur finalement le RGPD, sachant que certains m'ont dit, à ce moment-là, c'est simple, on va, en tant que déployeur, tout reporter en termes d'obligations sur le fournisseur, et avec des clauses contractuelles que j'ai pu voir fleurir là, ces derniers mois, qui faisaient des pages et des pages. Malheureusement, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Souvent, c'est complètement déconnecté en plus du niveau de risque du système d'IA, et bien au contraire, sachez que vous êtes de toute façon sur un texte qui est d'ordre public, donc ce n'est pas par le contrat que vous pourrez faire supporter à l'une ou l'autre des parties toutes les obligations associées. Donc attention aussi à ça. Restez bien dans une logique formelle du texte, sa logique produit, pour avoir le bon niveau de accountability et donc de conformité. Et évidemment, voilà. Et ça, c'est extrêmement important le niveau d'accountability. Toutes les preuves documentaires que l'on va fournir dépendent aussi du niveau de risque du système, bien évidemment. Sachez que la très grande majorité, quand même, des obligations de documentation, par exemple, de créer des notices d'instruction pour l'utilisation du système d'IA, de mettre en place des systèmes de gestion, de management des risques sur le système d'IA, là je parle bien de ça, de mettre en place un certain nombre de mesures très particulières, sont évidemment pour les systèmes d'IA à haut risque. Mais alors attention, pour savoir quels sont vos systèmes d'IA à haut risque, il faut aller mettre en place tout ce travail de gouvernance, d'organisation, de cartographie, des qualifications des rôles et responsabilités, de plans d'action, parce que si vous n'avez pas mis en place tout ça, vous ne pourrez pas vous concentrer sur là où vous êtes attendu. Donc c'est essentiel de travailler sur ce sujet-là et d'avoir quand même une vision très globale de l'ensemble de ces systèmes pour pouvoir répondre aux obligations. On arrive à la fin donc de cette feuille de route. Vous l'avez vu, donc 6 étapes qui permettent de structurer donc une démarche pour la conformité sur le règlement sur l'IA. Merci Eric pour en tout cas les propos, cette présentation. Très intéressant. Sachez que l'on a mis en place dans Dastra je vous la montre tout de suite, un projet de tâches tout simplement qui permettent de pouvoir reprendre un peu tous ces éléments-là de la feuille de route directement, donc à travers des actions que vous allez pouvoir surveiller qui peuvent être utiles pour notamment balayer l'ensemble des actions proposées et puis avoir comme ça un plan, des échéances. Tu l'as dit Eric, c'est très important que quand on a des plans d'action de conformité, bien souvent ça reste dans un placard. Là, évidemment, il faut avoir une démarche projet, une démarche aussi de pilotage et ça peut être outillé de manière très facile avec Dastra.
y compris toutes les exigences de documentation, ça, on va pas revenir dessus. Je vous propose qu'on prenne les 2-3 minutes qui nous restent pour répondre à quelques questions, si ça vous convient. Et puis ensuite, on va vous libérer pour le déjeuner. Alors, on a déjà commencé d'y répondre dans le prolongement de ce qui s'était dit là sur le Shadow AI. Il y a une remarque qui est de dire oui, mais parfois on ne sait pas, y compris au niveau de la direction de l'employeur, quels sont justement ces outils utilisés en Shadow. Alors, pardon, mais on est en 2026 et il existe de nombreux outils EDR, DLP, évidemment tout système de monitoring qui normalement est en lien avec une gouvernance, on va dire, bienveillante bien sûr et apaisée, se doit de permettre aux uns et aux autres, au-delà des outils techniques qui identifient justement ces systèmes tiers hors de ceux officiellement, en tous les cas enrôlés dans le système d'information, vont permettre justement, dans une approche peut-être un peu plus constructive, de se dire, OK, là, mon service marketing, il a absolument besoin de cet outil-là, tous les services marketing, et pour ne pas être en retard sur nos concurrents, utilisent la même chose, dans quelle mesure on peut aussi adopter cet outil et finalement rentrer dans une démarche de conformité ou RIA bien comprise et partagée. Oui, ça va être important, c'est à plein de niveaux, hein. Vous avez effectivement passé par un proxy et aller filtrer toutes les requêtes HTTP qui circulent dans votre réseau, mais ça va passer aussi par effectivement la politique d'achat, tout simplement. Est-ce que dans l'outil que l'on a, tiens, les utilisateurs peuvent aussi remonter. Donc il y a une dimension humaine très importante quand même dans le Shadow AI, de la même manière que le Shadow IT, hein. On est sur cette logique très proche. Et également une Ouais. remarque sur quand est-ce qu'il faut faire une analyse d'impact sur les droits fondamentaux, uniquement sur les IA au risque. Donc, si vous avez des cas d'usage qui reposent sur des systèmes d'IA à risque nul ou modéré, normalement, vous n'allez pas en faire. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas systématique. Je suis plus nuancé sur néanmoins le fait que d'un point de vue RGPD, il faille quand même sur les IA considérés comme un risque modéré ou négligeable, faire quand même une analyse d'impact RGPD. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, l'angle et le point de vue n'est pas tout à fait le même et que notamment lorsque vous avez des systèmes d'IA qui vont chercher sur le web avec ce qu'on appelle un module web search, votre donnée personnelle, même sur des IA a priori pas très risquées, vont faire que la donnée va potentiellement circuler auprès de dizaines, si ce n'est centaines d'intervenants, y compris techniques, et que là, quand même, c'est bien d'avoir un minimum de traçabilité de où circule la donnée pour peut-être ou pas d'ailleurs fermer ce module web search lorsqu'en réalité, il n'apporte pas grand-chose dans un système d'IA, encore une fois, même s'il n'est pas très risqué. Oui, vous prenez un chatbot dans une très grande entreprise ou dans une grosse collectivité avec qui va traiter les données soit des salariés sur des sujets sensibles, hein, que ce soit sur leur santé au travail, des choses comme ça. C'est peut-être pas du haut risque au sens du RIA, mais vous allez rentrer dans le risque élevé au sens RGPD. Donc, on va couper. C'est vrai que ça, ces petites choses-là, c'est bien que ce soit le DPO qui ait cette vision-là, parce que c'est des concepts quand même assez particuliers et dont vous avez l'habitude de voir et que vous allez pouvoir aussi signaler en disant mais attention, c'est pas parce que c'est classé comme ça qu'on n'a pas d'autres choses à faire. Alors le Une autre replay, remarque sur oui, la oui, gouvernance, si tu me permets, oui, à quelle vas-y. chance faut-il l'installer? Alors moi, je mets au défi quiconque parmi cette audit, comment est-ce qu'on dit, ces membres voilà, connectés, cet auditoire, pardon, de ne pas avoir au moins un outil avec de l'IA. Donc, si vous avez forcément ne serait-ce qu'un outil dans votre organisation, la gouvernance, c'est maintenant qu'il faut la mettre en place très clairement. Et effectivement, alors voilà, copilote, c'est un sujet important. Au-delà de la réglementation, c'est aussi la valeur de l'outil. Posez-vous des questions. Parfois, il y a le niveau de risque, ce qu'on doit faire, la valeur de l'outil, l'usage. Donc, c'est aussi important, effectivement, de former.
Voilà. Et effectivement, d'autres questions, les solutions IA, même dans les logiciels, doivent faire l'objet de cartographie, effectivement. Alors, ça veut dire que c'est pas parce que il y a de l'IA partout que, évidemment, il faut interdire tout. Au contraire, il faut plutôt le prendre. Mais en tout cas, il faut la connaître, savoir ce qu'elle fait derrière et quel est son potentiel risque au sens RIA de ce point de vue-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Nous mettrons en place le replay, bien évidemment, accessible sur notre site web. Et je pense qu'on a fait le tour. Eh ben, c'est très bien. Merci à tous. Merci beaucoup, Eric, Merci encore. pour cette présentation et très structurée, très claire de ce sujet. Et donc aussi au Club DPO pour cette feuille de route. Merci à tous pour nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain webinar sur le sujet de la donnée d'une manière générale, mais aussi de l'intelligence artificielle. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir pour en parler. Nous serons évidemment très heureux de prolonger ces discussions. À Avec bientôt. plaisir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.